Donc pareil, dans la dernière partie, des témoignages, des échanges, si vous voulez voilà, redire comment c'était pour vous, you're welcome, comme ils disent. On a parlé beaucoup de l'olympisme. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez parlé du paralympisme. Et les Jeux de Paris vont vraiment être les Jeux pour la France de l'éclosion du paralympisme. Enfin, grâce aux Jeux de Londres, on a vu que ces personnes valaient autant que les autres, en fait. Étaient aussi valeureuses, aussi courageuses, même plus souvent par leur parcours de vie. Et on a vu des stades remplis, en fait. Et la question à Paris, c'est est-ce que ce sera le cas? On peut se le demander. Parce que beaucoup d'entreprises sont contentes de financer des athlètes paralympiques parce que c'est à la mode, c'est beau, voilà, ça fait partie de l'air du temps. Mais qu'en sera-t-il vraiment après? Ça, c'est la question. Moi, j'ai la chance de travailler avec Gwendoline Matos et j'ai mis Gilles Brand parce que c'est son compagnon. Et forcément, voilà. On s'est vu autour d'une entreprise, enfin, dans une intervention pour l'entreprise. Et j'étais là voir, je lui dis Gwendoline, tu sais que la devise de Mental Gagnant, c'est vous aider à réaliser vos rêves. Je lui dis, moi, les rêves, t'es gentil, moi j'en ai chié tout le temps dans ma vie. J'ai dû me battre pour tout et plus que ça, en fait, donc je rêve pas trop. Moi. Je dis, si tu le voulais, je serais honoré de pouvoir essayer de te montrer qu'il y a d'autres voies pour faire les choses. Et peut-être qu'il est temps pour toi de voir que tu peux compléter ton jeu, en fait. Tu peux aussi réaliser les choses peut-être différemment. Et là, voilà, je vais vous passer un petit clip de Gwendoline aussi, où elle présente très bien le goalball. Oise qui vit elle aussi le podium dans une discipline un peu méconnue là. Exactement, qu'on va apprendre à connaître. Elle s'appelle Gwendoline Matos. Elle a 29 ans et Gwendoline souffre de déficience visuelle depuis qu'elle a 7 ans et elle fait partie de l'équipe de France de goalball. C'est le seul sport collectif féminin présent au JO de Paris. Alors le goalball, ça se joue à 3 contre 3 avec un ballon sonore. C'est une sorte de mix entre du bowling et du handball. Mais le mieux, et elle le fait très bien, vous allez voir, c'est que on vous explique comment ça marche. C'est un sujet de nos confrères de France TV Sport. Comme ça. Salut, c'est Gwendoline, j'ai 29 ans et je suis la joueuse numéro 7 de l'équipe de France de goalball. Le goalball, c'est l'unique sport collectif féminin pour les déficients visuels. Ça se joue à 3 contre 3. Avec les yeux bandés, on porte un masque pour être tous en cécité totale. Ce qui veut dire qu'on est tous non-voyants, on ne voit rien du tout. L'objectif, c'est de marquer dans le coin adverse en faisant rouler la balle au sol, comme au bowling. Et à l'intérieur de cette balle, il y a des grelots qui nous permettent de savoir où se situe la balle, pour pouvoir l'entendre en défense et pouvoir s'orienter. On oublie limite que les joueurs sont malvoyants ou non-voyants. On n'est plus des personnes en situation de handicap, il n'y a plus rien et on est vraiment des sportifs de haut niveau et on est là pour la gagne et pour tout déchirer. On a découvert mon handicap quand j'avais 7 ans. Ça a été très compliqué au niveau de ma scolarité. Mes parents ont découvert un établissement spécialisé pour les malvoyants à Besançon, donc à 2 heures de chez mes parents. Et j'ai fait le choix de partir en internat quand j'avais 10 ans pour pouvoir me débrouiller toute seule et en fait ne pas être jugée sur le handicap, être comme tout le monde, avoir une scolarité comme tout le monde. Cet après-midi, il va falloir s'échauffer et après on a 2 matchs face à l'équipe de Lille, donc il va falloir tout donner. Ok, 20 minutes avant le début de match, les filles, je vous laisse quelques minutes pour échauffer entre vous. Ok, prise de risque. Et solide en défense. C'est un peu le déplacement que tu essaies de travailler en plus lent, mais ça a quand même fait bouger ton bloc parce que tu as accéléré quand tu es reparti. Ok. Ok. Et on passe tellement de temps ensemble, on passe plus de temps qu'avec presque notre famille ou nos amis, donc c'est une vraie cohésion d'équipe. Gwendoline, c'est une personne qui pourrait faire un sport individuel parce qu'elle aime bien faire ce qu'elle veut, mais du coup elle s'adapte au collectif, elle n'a pas le choix, elle sait qu'avec moi ça passe pas. Donc du coup elle apprend à se taire et à rentrer dans le collectif parce que c'est que le collectif c'est plus important que tout. Donc elle a un petit caractère, mais elle s'adapte. T'as pas dit Devant. Derrière.
Les filles d'équipe de France, c'est vraiment une famille pour moi parce qu'on partage de très bons moments, que ce soit des bons moments, des mauvais moments. Enfin, c'est vrai, il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup de moments riches entre nous. Des fois, ça a été dur, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, j'ai un état d'esprit de gagne, de toujours vouloir gagner. Donc déjà en 2017, j'avais cette idée en tête de faire les JO. Mon chéri il s'est mis à fond dans le projet avec moi pendant toutes ces années. C'est des concessions qu'on a fait au quotidien. Il est valide, il pratique le goalball pour moi, pour mes entraînements, pour partager aussi du temps ensemble. Donc on va être à fond pour les Jeux de Paris. Quand vous le sentez. Mais t'as plus de bruit, hein, sifflement ça suffit pas à courir. Ouais, faites du bruit. On se retrouve à Paris du 29 août au 5 septembre à Paris Arena Sud. J'espère que vous serez nombreux à venir au goalball. Nous, on ne vous verra pas, mais par contre, j'espère que vous serez nombreux pour nous encourager. Team France, déterminés et solidaires. Et voilà pour le joli sourire de Gwendoline qu'on espère voir briller pendant les Jeux paralympiques. Elle sera relayeuse de la flamme le 25 juin prochain. On pourra la voir à nouveau. On va croiser les doigts pour elle. Merci beaucoup Clément. On termine. Enfin, on va se projeter. C'est 2024, mais bientôt 2028, 2032. Et on a la chance ce soir d'avoir Maxence Bay, Mathis Jacquet, Thomas Barocca qui sont là. Si c'est pour vous tout ça. Et c'est chez nous, c'est local, comme j'aime bien dire. Trop bien. Alors, ambiance, je vais vous remettre dans l'ambiance. Aussi, ça va me faire trop plaisir. On veut participer aux Jeux Olympiques, il faut vraiment rouler en catégorie élite parce que c'est compliqué de performer en U23. Il y a un tel écart entre U23 et élite que c'est difficile pour un sélectionneur de prendre quelqu'un qui est même champion du monde U23. On n'est pas sûr que ça performe en élite. Maxence Bay, il n'est pas passé sereinement systématiquement, mais il est là, il est en finale et il est là pour la France. Marek Neuzil, le Tchèque, lui aussi c'est une des grosses cotes. Hein, plus on est à l'extérieur évidemment, moins on a été bien placé. Jan Victor Franks, le Belge qui fait le show. C'est un peu ça aussi l'ambiance BMX, c'est faire le show. Voici notre premier Français, Mathis Jacquet. À surveiller Frédéric, il est sur sa piste également. Ouais. Notre premier bisontin. Hein. Nous avons Callum Roussel, donc lui évidemment c'est l'un des gros bras. Il faudra aller le battre, tout comme le Suisse dont on va parler dans un instant. Mais Matteo Colsonnet, premier de son quart, premier de son huitième, deuxième de sa demi. C'est bien Matteo. C'est Matteo qui a les meilleures performances en Coupe du Monde en ce moment, hein, donc à surveiller. Et Alexis Pitsanovski, lui aussi membre de l'équipe de France qui a gagné sa demi-finale. Philippe Steiner, c'est le problème. Là, tout à l'heure, on avait Aberhard pour les filles, une Suissesse. Là, on a Philippe Steiner qui est à la corde. Pitsanovski, Colsonnet, nos deux grandes chances françaises. Mais on n'oublie pas Maxence Bay et Mathis Jacquet également. Oui, ça va aller très très vite. Là, U23. Concentration des pilotes. Allez, le départ important, hein. Alexis Pitsanovski avec le 542, juste à sa gauche Matteo Colsonnet, c'est parti. Allez, faites-nous un bon départ les garçons, qu'est-ce que Steiner va nous faire? Mathis Jacquet, le bisontin. Ouais. Impressionnant. Colsonnet, très bien, mais il est devant Steiner, je pensais que Steiner avait fait le meilleur départ. Et bien Mathis Jacquet, le pilote bisontin en tête. Eh oui, c'est Mathis Jacquet, allez, ça tient, ça sera une énorme surprise. Énorme, oui. Ça sera une énorme surprise, il faut résister au retour de Philippe Steiner. Philippe Steiner derrière Mathis Jacquet, logiquement Callum Roussel en troisième position. Les autres Français, Pitsanovski. Matteo Colsonnet qui va essayer d'aller chercher la troisième place. Allez, oui, Matteo, super. Ça va le faire, oui, il est champion d'Europe. Mathis Jacquet, champion d'Europe sur sa piste, c'est énorme. Mathis Jacquet et Matteo Colsonnet va chercher la médaille de bronze. Il bat Callum Roussel. Mathis Jacquet, magnifique. Ouais, c'est vraiment très fort. Hein. Il avait le couloir 6 de mémoire, Mathis Jacquet. Et de l'extérieur, il arrive à prendre tout le monde. Hein. Ouais. Impressionnant.
Bon, Mathis Jacquet qui fait aussi partie de l'équipe de France, mais par exemple en début d'année en Coupe du Monde, il avait eu du mal à se mettre dans le rythme. Et là, mais il est de plus en plus présent. Il a gagné le championnat de France la semaine dernière quand même si certains pilotes n'ont pas roulé, comme Colsonnet, Piezanowski. Mais là, Mathis Jacquet a montré qu'il était encore plus rapide sur ce tour-là. Et vraiment, évidemment, c'est sa piste. Mais la puissance et l'accélération, il faut quand même l'avoir. Hein. On en a combien? On en est à 4 là. 4 ou 5 même. Oh, je sais. C'est magnifique. Hein. Mais en tout cas, oui, de gros résultats pour les Français là. C'est magnifique ce que font les Français. Avec donc Mathis Jacquet qui va chercher la médaille d'or. Et ne l'oublions pas, médaille de bronze pour Matteo Colsonnet qui trouve la force vraiment en toute dernière ligne droite d'aller battre Callum Russell, le Britannique, qui était tout surpris. Ce qui n'est pas une mince affaire, il a fini très très fort Matteo. Allez, on arrive à la catégorie élite, Frédéric et Mickaël. C'est très spectaculaire. Ce sont les championnats d'Europe à Besançon. C'est la place forte en France et on comprend avec toutes les images auxquelles on est en train d'assister. Les femmes... Ces 3 dernières années ont certainement été les plus compliquées à vivre pour moi. Les blessures m'ont fait tomber au plus bas, m'ont fait douter de mes capacités et auraient pu briser ma détermination. En juillet dernier, je suis devenu le nouveau champion de France et d'Europe U23. Ces titres, ce sont l'accomplissement d'un rêve, d'une vie. C'est la preuve que les nombreuses années d'entraînement, d'acharnement et de sacrifice ont enfin payé. Mon frère a sûrement été ma plus grande source de courage grâce à son soutien inconditionnel. La discipline et la rigueur que mes parents m'ont transmises ont été les clés de ma réussite et m'ont permis de remonter la pente et de ne jamais perdre espoir. Le club de Besançon a été ma deuxième famille et a contribué plus que quiconque à mes réussites. Leur soutien constant et leur confiance en moi ont été d'une grande source d'inspiration. Mon entraîneur m'a aidé à m'améliorer et à repousser mes limites pour atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, je suis fier de partager ces victoires avec toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont cru en moi, même quand j'étais au plus bas. Même si la route a été parsemée d'embûches, elle reste encore longue et des rêves bien plus fous restent encore à aller chercher. Bonsoir à tous, donc, je me représente, du coup je m'appelle Mathis Jacquet, j'ai 20 ans, j'habite à Besançon, je suis sportif de niveau en BMX, actuellement champion de France, et l'année dernière j'étais champion d'Europe et j'ai fait un podium en Coupe du Monde. Comme vous avez pu voir, je suis un peu blessé, donc je suis plus champion d'Europe, le championnat d'Europe était le week-end dernier. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de défendre mon titre parce que je suis tombé, je me suis blessé au premier tour alors que j'étais leader. Donc voilà, je voulais remercier Anthony, c'est l'occasion pour moi d'être remercié. Anthony qui me suit depuis 2021, depuis maintenant 3 ans. Comme ça. Et Anthony qui m'a aidé à gagner l'année dernière, à gagner des titres. Et Anthony qui m'aide aujourd'hui dans une saison un peu plus compliquée à perdre, à accepter aussi le fait de ne pas toujours gagner. Une saison qui est plus compliquée pour moi. Dû à pas mal de choses, dû au contexte olympique, où nous les jeunes, le U23, un contexte qui ne nous est pas forcément favorable, on est un peu laissé à l'abandon par la FFC, donc pas mal de choses qui font que la saison n'est pas bonne, puis simplement mes résultats qui sont pas à la hauteur de mes attentes. Mais voilà. En tout cas, merci Anthony pour m'accompagner et m'aider. Qui c'est
try, hein, vous avez compris, là, c'est moi, je reprends plein mon grade aussi. Donc, oui, merci, mais c'est toujours les personnes, bien sûr, qui font les choses, c'est évident. Et c'est ce que j'ai voulu rappeler ce soir en faisant beaucoup de choses pratiques. C'est par la pratique qu'on fait. Et Mathis, en fait, moi, je lui dis qu'il est en train de faire la saison la plus importante pour faire toute sa carrière, en fait. Souvent, on arrive d'une certaine façon, Quentin, à un autre niveau, dans un autre contexte, est en train de vivre à peu près la même chose. Et j'ai eu le malheur de lui expliquer tout ça juste après les Jeux. Il a eu beaucoup de mal à ouvrir les oreilles. Et maintenant, il commence à les réouvrir beaucoup mieux par rapport à tout ça, notamment. Parce que oui, on est tout le temps en perpétuelle évolution. Et c'est pas que la vie qui fait ça. C'est nos capacités qu'on découvre et qu'on fait grandir aussi. Et Mathis, voilà, il nous dit qu'il apprend à perdre, mais c'est mieux que ça. Il apprend à être lui-même dans sa future carrière de pilote professionnel de BMX. Et il a un contexte très difficile, là, il a dit très humblement, pas par rapport à lui, par rapport vraiment au contexte olympique. Et vous imaginez le paralympisme, hein, pour mon ami Hervé qui est là-bas, Bonne-Deline et tout. Enfin, c'est vraiment, voilà, entre l'emballage et ce qu'il y a dans le cadeau, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut en avoir bien conscience. Comprenez bien que Mathis, on le pressent, et la Fédé le pressent aussi pour 2028 ou 2032, et ils n'ont aucun budget pour faire un regroupement de ces athlètes-là en année olympique avec les Jeux à Paris. Ça paraît insensé, et là on est dans un grand sport olympique, quel cyclisme, avec pourvoyeur d'un nid à médailles, comme on dit, comme la natation ou l'athlétisme. On est dans les 3 sports qui ramènent le plus de médailles à la France, avec les skis, historiquement, et le judo. Mais donc j'insiste là-dessus parce que lui, ce qu'il décrit et ce qu'il vit, et c'est la réalité en fait, c'est que ces personnes, comme Mathis, elles passent aussi par des moments difficiles. Là, on le voit triompher l'année dernière, et comment, et bravo encore, et on voit que c'est dur. C'est souvent ça en fait. Et c'est ça que je voulais aussi qu'on puisse voir ensemble, c'est que voilà, on est tous des champions olympiques du quotidien, vraiment en fait, parce qu'on a tous nos choses à faire, il n'y a pas de petites et de grandes choses. Et là, je pense que voilà, ce qu'il est en train de vivre, et il est en train d'accéder à quelque chose qui est aussi déstabilisant, c'est qu'il arrive plus facilement à faire des choses qu'il pouvait les faire avant, et ça, il faut aussi du temps pour l'accepter. Souvent, on a peur de la part de lumière qu'on a ou de nos vraies capacités, justement, parce qu'on a tellement habitué, comme je disais pour Gwendoline tout à l'heure, on est tellement habitué à être dans le dur, pour ne pas dire autrement, qu'on s'est enfin, voilà, c'est notre quotidien. Et quelque part, c'est nos repères aussi, en fait. Et que bouger de ça, c'est très déstabilisant aussi, ou ça peut faire très peur. Voilà. Je veux juste dire ça parce que c'est pas que les résultats. Bonsoir à tous, je vais me présenter aussi également rapidement. Du coup, Thomas Barocca, entraîneur des 2 pilotes que vous avez devant vous et de la partie haut niveau, on va dire, au BMX Besançon depuis 5 ans. Je suis un ancien pilote, ça se voit plus trop, mais j'ai été pilote. Moi, comment ça s'est fait un peu pour vous expliquer avec Anthony. Donc ça fait 5 ans que je suis entraîneur. On a eu énormément de réussite l'année dernière. Moi, en tant qu'entraîneur, ça a été une saison de rêve. Les deux moustiques en font partie. J'ai eu du mal à digérer tout ça. J'ai eu beaucoup de mal à gérer autant de réussite. Et j'ai eu besoin et connaissant Anthony, que j'avais déjà pu rencontrer avant, et en entendant, quand on est entraîneur sur le secteur de Besançon, on entend forcément le nom de Mental Gagnant. J'ai eu l'envie de vouloir travailler avec lui. Et voilà, bon, pour moi, à titre d'entraîneur, c'est quelqu'un avec qui les conversations sont toujours constructives. J'apprends à aussi gérer moi mes émotions d'entraîneur, par exemple, qu'elles soient positives ou négatives, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est un soutien qui est neutre, et c'est dans le milieu associatif pas toujours facile de trouver des personnes avec qui discuter de manière posée, en expliquant les choses. Et qu'on a nous la chance, même si je vais encore lui dire merci, mais la chance qu'on a, c'est d'avoir un préparateur mental, une oreille qui connaît le BMX. On n'est pas un sport très reconnu, donc avoir quelqu'un qui connaît ce sport, qui a vécu les Jeux Olympiques, qui a été avec des athlètes de très haut niveau, c'est vraiment pour moi et pour mes pilotes, pour le coup, vraiment une chance. Donc voilà, très content de travailler avec Anthony. Et vivement la suite, j'ai envie de dire. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, merci Anthony. Et voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont un préparateur mental entre guillemets. Mais voilà, moi je trouve aujourd'hui, ça fait peut-être 6 mois qu'on travaille ensemble,
beaucoup de bénéfices et je pense avoir fait le bon choix et que voilà, ça apporte quelque chose à moi et à mes pilotes du coup, donc c'est un cercle vertueux. Merci Thomas, oui. On n'imagine pas, moi j'ai eu l'honneur d'accompagner 4 champions olympiques. Et ce que j'ai souhaité à Quentin pour son année post-olympique, c'était si tu pouvais être en bonne santé, Quentin, ce serait cool en fait. J'en rêve pour toi. Parce que moi, les autres champions, ils ont tous eu des graves problèmes de santé en fait après. Et comme on dit, on les voit dans la lumière et on ne sait pas comment. Et vous imaginez bien que c'est difficile aussi pour ceux qui n'y arrivent pas, bien évidemment. Mais on n'imagine pas que ceux qui triomphent, ils ont aussi des lendemains qui déchantent, comme on dit, ou des choses bien compliquées. Parce qu'encore une fois, c'est exactement la même chose. La réussite est au moins aussi complexe. On dit que le stress, c'est tout ce qui est inhabituel en fait. Donc on l'entend toujours par le pire, puis à la française, alors là, on est champion de l'intergalactique et tout ça, parce qu'on ne parle souvent que de ce qui ne va pas, ou, voilà. Contrairement à d'autres nations d'ailleurs, d'autres cultures, on en a parlé tout au début. Mais en fait, on ne s'imagine pas, le stress, c'est tout ce qui est différent d'habitude. C'est votre anniversaire, vous avez une promotion, vous êtes en pleine bourre au travail et tout ça, ou dans votre vie privée, machin, tout va bien. Vous imaginez pas que c'est une source de stress, mais c'est une déstabilisation très importante de votre niveau habituel en fait, de ce que vous vivez quotidiennement d'habitude. Et c'est cette différence-là qu'on n'imagine que négativement, par des problèmes, des choses qui ne vont pas, et qu'on n'imagine pas quand ça a réussi en fait. C'est ce qui fait que beaucoup, également des burn-out, sont dans des situations favorables, en fait, dans des moments prospères, dans des moments où les choses vont bien. Et c'est ce qui vous permet, et c'est ça qui est génial, c'est que les 2 témoignages qu'on vient d'entendre, Maxence, c'est pareil, je me permets juste de dire une chose, Maxence. Le club de Besançon est le meilleur club de France depuis plusieurs années. Vous avez entendu Messaoud Interki le dire tout de suite à la chaîne de l'équipe. C'est la place forte, mais vraiment. Et c'est construit depuis longtemps. Moi, j'ai accompagné les Jeux Olympiques. Depuis que je fais avant que je fasse les Jeux Olympiques, je rêvais qu'à Besançon, on ait ce qui est en train de se créer ici avec le club, et avec notamment le papa de Thomas, Stéphane, d'accord, qui ont créé des choses importantes. Et ce que je veux dire, c'est que c'est chez nous en fait, ça existe ici. Et je peux vous dire que l'avenir du sport français de très haut niveau pour ce qui concerne le BMX, moi je l'estime beaucoup plus beau et rose ici qu'il ne pourrait l'être bien pour beaucoup d'endroits, y compris pour le post-olympique de Paris, qui sera ce qu'on verra en fait. Parce qu'ici, justement, il y a une construction des choses. Et c'est ce qu'explique Thomas. Là, il a besoin de ce travail-là. Et je vais en profiter pour dire, c'est toujours quand il y a eu des morts au carrefour qu'on fait un rond-point. Hein, parce qu'avant, ça coûtait cher. Non, mais je vais vous le dire quand même, parce que la prépa mentale, c'est pas parce qu'on est faible mentalement. Je l'ai même plus dit, parce que ça ne me traverse même plus l'esprit, mais je vais quand même vous le redire. On est encore dans ces conceptions-là. Hein. Soit on est fort, soit on est faible. Si on est un préparateur, c'est qu'on est... Moi, je dis toujours, est-ce qu'on fait de la préparation physique parce qu'on est handicapé ou parce qu'on est en rééducation fonctionnelle? Eric Kenan, il connaît bien. Eh bien non, on fait de la préparation physique parce qu'on a un potentiel et qu'on veut l'amener bien plus haut, en fait. Et on ne sait même pas jusqu'où on peut l'amener. Dites-vous que le mental, c'est exactement la même chose. Mais on est encore, particulièrement en France, dans une culture arriérée de tout cela, en fait. On est dans la préhistoire encore de plein de choses, notamment sur ce côté-là. Vous voyez, les exercices qu'on a fait, c'est banal en fait, c'est très simple, mais c'est très efficace. Il faut juste prendre du temps pour le faire pour soi. Et la question, c'est comment on fait pour s'autoriser à soi un petit temps en fait. Si vous laissez le torrent va s'occuper de vous toujours. Et si vous décidez de, et c'est ça qui est courageux. Et je vais dire un mot pour Maxence. Je te remercie d'être venu parce que c'est vraiment pas ta tasse ni de thé, ni de café, ni de rien du tout, je crois bien toi. Bien sûr, et c'est très bien parce que Maxence, par exemple, il fait la finale Europe à Besançon. Ce qui est super, et lui il était à l'optimum de ce qu'il pouvait, et ça a été même un là, il a fait des il est passé, voilà, c'est extraordinaire, c'est génial. Le home advantage, on appelle ça. Le home advantage, c'est voilà, l'avantage de jouer à la maison. On verra pour pas. On va calculer tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il a optimisé tout, et c'est génial, il a fait son 100% ou pas loin sur la compétition. Et derrière, il a eu un grave problème physique, une grosse blessure au dos, qui l'a empêché de faire toute la préparation. Vous voyez comme ils sont tankés ces animaux-là. Ces personnes-là, elles sont vraiment fortes, ah oui, parce qu'elles font beaucoup de préparation. Et lui, il a été chanté toute cette période-là. Et donc, comme on aime bien dire, il fait la saison, il est moitié à poil sur la grille parce que il a pas, même s'il s'est engagé du mieux qu'il pouvait, il n'a pas pu faire vraiment le travail parce qu'il était en rééducation ou en réutilisation ou qu'il ne pouvait pas faire le boulot comme tous les autres. Et donc tout le début de saison-là, qui est particulier parce qu'en plus c'est les Jeux Olympiques, il a galéré
Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est quand vous avez un souci, c'est un cadeau mal emballé, comme on dit, c'est une opportunité pour grandir, ou c'est quelque chose peut-être qui aura des bénéfices cachés derrière. Et plus vous faites le travail qu'on fait là, Maxence, par exemple, je vais me permettre de dire que tu as dû étoffer la façon dont tu roules, par exemple, sur la piste, parce que tu t'es retrouvé dans d'autres conditions de course, pas à dominer comme Mathis a fait sur la finale qu'on vient de voir juste avant, plus à être à devoir sillonner et puis rouler beaucoup plus technique, beaucoup plus fin dans le pilotage, beaucoup plus tactique dans le sens de la course. Oui, la technique, le pilotage, la tactique, tout ça c'est des choses qu'il a fait grandir et pour le moment ça lui apporte rien. Il se prend une valise au départ et il regarde, c'est la caméra embarquée presque qui filme la course. Je vous caricature, attention. Non mais c'est pour vous illustrer que ce n'est que du sport, bien sûr qu'il y a plus grave à la vie. Mais quand on donne tout son temps et qu'on met toute son énergie, c'est comme pour quelques projets qu'on a nous en fait. Il faut comprendre que pour ces personnes-là, voilà, c'est très difficile aussi à vivre de ça. Et je veux dire que lui, il est en train, pareil, comme Mathis est en train de construire vraiment une année charnière pour faire toute la carrière derrière, ben Maxence c'est pareil, il est en train de grandir comme le club est en train encore d'évoluer pour ne pas être que le meilleur club de France, mais réussir la transition post-JO de Paris. Et celle-là, je crois bien qu'elle va être chaude et tendue. Parce que voilà, vous avez l'exemple ici, Mathis, il y a zéro budget pour lui qui est champion d'Europe et qu'on attend pour 2028-2032. Alors je dis, imaginez-vous pour les sports paralympiques en fait. Et donc on verra. J'espère que les stades seront pleins, qu'il y aura de l'engouement comme il y avait eu à Londres en 2012, parce qu'on peut critiquer les Anglais sur beaucoup de choses, mais ils ont le respect de la personne qui se donne en fait. Ils l'ont montré pour les athlètes paralympiques à cette occasion-là. On verra ce que Paris fera. Merci à vous, merci beaucoup. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a.